les personnes qui sont à mes côtés ce soir peuvent déjà se présenter. Donc, on peut peut-être commencer par toi, Olivier, si tu veux bien. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Ok. Olivier, je suis responsable destination Amérique du Sud, enfin Amérique latine en général. Je travaille chez Atalante depuis presque 25 ans. Et donc, j'ai l'occasion, la chance de voyager très souvent au Costa Rica depuis une vingtaine d'années. Donc, un pays que j'adore et qui m'étonnera toujours. Top. On a hâte d'avoir en tout cas ton retour sur le Costa Rica. Gustavo, je te laisse te présenter toi aussi. Alors, tu as ton micro qui est coupé, donc on t'entend pas très bien. Ouais, c'est Là, c'est mieux. bon? C'est Ouais, parti, c'est merci. super. Et bonjour à tous. Et moi, je dis bonjour parce que chez moi, il est encore 11 heures du matin. Et alors, moi, je suis guide au Costa Rica. Et aussi, on aide en fait à faire l'organisation des voyages à Talente au Costa Rica. Et alors, depuis déjà une bonne douzaine d'années, on accompagne des clients au Costa Rica. Et on leur fait découvrir en fait on a ici. Et on est aussi devenu propriétaire d'une petite maison d'hôtes et perchée dans une région des volcans. Et des fois, ça arrive qu'on se retrouve chez nous aussi, et au milieu du circuit. Voilà. Génial. On a hâte en tout cas d'en apprendre plus sur ton pays. Et du coup, on a Manuel avec nous qui est conseiller voyage. Je te laisse te présenter aussi. Bonjour à tous, moi c'est Emmanuel, donc moi je travaille pour Atalante en tant que conseiller voyage et j'ai aussi l'occasion de partir des fois sur des circuits et alors le Costa Rica j'ai pas réalisé un circuit qu'on a fait mais par contre j'ai eu l'occasion d'y partir avec mes parents quand j'étais plus jeune en vacances. J'y suis allé 2 fois donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir ce pays et c'était une expérience vraiment sympa. Ok. Eh ben, merci à tous les trois en tout cas d'être présents ce soir. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais partager mon écran. Vous me direz si vous le voyez bien. Normalement, vous le voyez, non? Ouais. Génial. Et ben, c'est parti. Ce que, un peu comme d'habitude pour ces visios, on va avoir un peu toutes les informations importantes pour voyager dans ce pays. On aura aussi un retour d'expérience grâce à Manuel et Olivier qui sont allés plusieurs fois dans ce pays. Et puis Gustavo pourra évidemment nous apporter toutes les connaissances du Costa Rica et comme il est guide sur place. Et on garde bien évidemment un temps d'échange de 10-15 minutes à la fin de la visio pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions dès maintenant, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On prendra un petit temps pour y répondre. Et moi, je vous mets juste un petit sondage pour savoir si vous êtes déjà allé au Costa Rica. Donc voilà, je vous laisse y répondre. Comme ça, nous, on aura cette petite information et ce sera super chouette. Ce que je propose, c'est que Olivier, tu commences de suite avec la carte d'identité du Costa Rica pour qu'on ait 2-3 informations. Oui, alors c'est un pays qui est situé en Amérique centrale, donc entre le Nicaragua au nord et le Panama donc au sud-est. La capitale, c'est San José. La langue officielle, c'est l'espagnol. Il y a des petits dialectes encore indigènes qui sont encore un peu parlés sur place. Donc c'est un pays voilà, assez sûr, où il n'y a pas besoin de vaccins particuliers. Vous juste vérifier que vous êtes bien à jour au niveau des vaccins qu'on a en France, quoi, hein, DTP, typhoïde, hépatite A, etc. Voilà, le décalage horaire, comme Gustavo a dit, il est de 8 heures en ce moment. Et la monnaie, c'est le colonne, les colones. On peut aussi payer pas mal de choses en dollars. Après, c'est sûr, c'est plus facile et plus simple de payer en monnaie locale. Voilà, on peut trouver de l'argent facilement au distributeur avec une carte bancaire internationale. La plupart des distributeurs délivrent au choix des colones ou des dollars américains. Voilà, donc en plus c'est des jolis billets avec des petits singes ou des requins. Ils sont super sympas, et résistants à l'humidité, c'est pratique. Voilà, donc au niveau des saisons, il y a une saison sèche et humide. Je parlerai plus tard du climat, mais ce qu'on peut retenir, voilà, il y a une saison sèche qui est plutôt de novembre à avril, donc, l'hiver pour nous, avec pas mal de soleil et de la chaleur. Et une saison humide qui va plutôt de mai à octobre,
avec beaucoup de pluie assez forte, mais assez brève. Voilà. Donc, ce que je Et peux te dire. Voilà, de c'est le toute pays. façon, on y revient dessus vraiment un peu en profondeur un peu plus tard, parce que ça a l'air d'être quelque chose d'important dans ce pays, non? Oui, oui. Top. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou on peut peut-être passer un peu au relief? On a mis une petite carte du Costa Rica, si tu veux situer un peu les choses pour nos voyageurs. Bah, du coup, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un corridor, un couloir naturel entre, pour les animaux, les plantes et même l'homme, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc, c'est pour ça que sur un tout petit pays, il y a une grande variété de tout ça. Ça s'est mélangé, croisé. Donc, voilà, ça a permis d'avoir vraiment développé une grande richesse. Donc, le pays est traversé par une épine dorsale volcanique, on va dire. Plusieurs petites cordillères volcaniques qui traversent le pays, comme on peut voir sur la carte. Voilà, avec des sommets à plus de 3000 mètres. Donc, la capitale, San José, qui est plutôt centrale. La côte Caraïbe d'un côté et la côte Pacifique de l'autre. Donc, sur la côte Pacifique, on peut voir deux péninsules, Nicoya au nord et la péninsule d'Ossa au sud. Et voilà, la route est traversée par la route panaméricaine. Et il y a aussi une route principale qui va des Caraïbes vers le Pacifique, qui permet notamment d'éviter aux camions, d'éviter aux bateaux de passer le canal de Panama, qui coûte très cher, il y a beaucoup de taxes. Du coup, voilà, il y a des bateaux qui déchargent la marchandise, par exemple, à Limon, sur la côte Caraïbe, et ça part en camion jusqu'à Punta Arenas, sur la côte Pacifique. Voilà, donc pour vous donner un peu les grandes lignes du Costa Rica, c'est un tout petit pays, je disais, qui fait à peu près la taille de la Suisse, quoi. Ou Normandie, Bretagne collée. Ah Voilà, oui. mais une grande richesse. Oui, pas très grand, mais merci pour toutes ces petites précisions géographiques. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans vraiment le cœur du sujet avec un peu nos top 9 des expériences à vivre lors d'un voyage au Costa Rica. Et la première expérience, c'est bien évidemment, bah, Olivier en a parlé, c'est les volcans. Manuel, est-ce que toi, tu as parmi ces 200 volcans qui existent dans ce pays, c'est quand même énorme, est-ce que tu en as un qui t'a plus marqué que d'autres? Oui, moi j'en ai fait. Bah, en fait, j'ai pas pu en faire beaucoup, mais en tout cas, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui qui s'appelle le volcan Arenal, qui est dans le nord-ouest du pays. C'est dans la province d'Alajuela. Et je me souviens vraiment très surprenant parce que quand on arrive dans le village, il y a une petite ville touristique qui s'appelle La Fortuna, qui est vraiment juste à côté. Je crois que c'est la ville la plus proche. Et de cette ville, on a un point de vue sur le volcan. C'est absolument magnifique. C'est une silhouette, quand c'est bien dégagé, c'est une silhouette qui est vraiment parfaitement conique. Et en plus, ça se reflète avec le lac, il y a un lac à côté. Je me rappelle plus du nom, mais c'est en tout cas, c'est vraiment entouré d'une forêt tropicale, luxuriante. Enfin, moi, je me rappelle que c'est des images qui m'ont fasciné. Et pourtant, quand j'y suis allé, j'étais quand même assez jeune. J'avais entre 10 et 12 ans, je me rappelle plus exactement. Donc, c'est vraiment des souvenirs moi, m'ont marqué. Et puis, la ville, Fortuna, c'est un mélange comment dire, de ville et de végétation. En fait, moi, dans mes souvenirs, j'avais vraiment l'impression que c'était en pleine nature. Les rues sont super animées, la vie est tranquille. Enfin, on sent vraiment une vie paisible, en tout cas, la vie locale. Et puis, moi, ce qui m'avait vraiment fasciné, c'était que bah, la ville, elle se fond dans la végétation, quoi. Ça, c'était vraiment assez impressionnant. Et puis, alors, donc après je suis allé marcher, donc j'ai pas fait l'ascension du volcan, mais on a fait plusieurs randonnées, en tout cas, dans le parc national. Et c'est assez impressionnant de marcher sur des coulées de lave, d'observer la forêt reprendre ses droits. Enfin, c'est une expérience vraiment captivante. Et puis aussi, c'est une expérience je pense qu'il faut faire avec un guide qui peut t'expliquer un petit peu tout ça, toute la faune, la flore. Nous, j'avais eu la chance de faire ça. Et c'est vrai que c'est spectaculaire, quoi. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé, quoi. En tout cas, ça a l'air incroyable quand tu nous le racontes, vraiment.
On prend juste une petite pause, une petite parenthèse. On a une petite question pour toi, peut-être Gustavo, par rapport à ce volcan. Est-ce qu'on peut faire l'ascension de ce volcan? Et si oui, est-ce que la randonnée, elle est difficile? Et je serais dire de façon légale, non, ça peut pas se faire. C'est-à-dire que les volcans arénales particulièrement, il est plutôt dangereux en fait dans son sommet. C'est-à-dire qu'il y a des pentes assez prononcées et il n'y a pas vraiment une infrastructure faite pour arriver vraiment au sommet. Et c'est-à-dire que malheureusement, ça ne peut pas vraiment se faire de cette façon-là. En revanche, tout ce qui est au pied du volcan et tout ce qui est autour du volcan, même comme disait Manuel, on fait l'accès à les anciennes coulées de lave des différents sentiers qui mènent sur ces coulées de lave. Oui, c'est faisable. Et c'est d'ailleurs là où on voit les plus d'animaux et des choses intéressantes. C'est vraiment au pied du volcan, à travers les ponts suspendus, les parcs nationaux, les sentiers privés. C'est là où il y a vraiment le charme du volcan. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Toi, Olivier, est-ce que tu as un autre volcan qui t'a marqué au Costa Rica? Ouais, bah, je partage ce que disait Manuel. L'Arenal, il est fabuleux, quoi, le parfait cône. Et moi, j'ai eu la chance de le voir quand il était encore vraiment actif. On voyait la nuit les coulées de lave descendre et on marchait dans la forêt, on le sentait gronder, vibrer. C'était vraiment très, très prenant, quoi, impressionnant. Donc ça, c'est un peu arrêté vers 2005-2008. Voilà, maintenant, on voit quand même des fumerolles régulièrement. Et le jour où il sera accessible, le sommet sera accessible, je pense que je serai dans les premiers à y aller, quoi. Voilà, sinon il y a d'autres volcans hyper intéressants, magnifiques. Si on part du nord au sud, il y a le Rincon de la Vera qui est connu, qui est à peu près à 1900 mètres d'altitude. Alors malheureusement, celui-ci, le sommet est également fermé depuis une dizaine d'années à peu près. J'ai plus la date exacte en tête, mais voilà, c'est quand même un volcan actif qui est un peu menaçant, donc qui est fermé. Par contre, comme pour l'Arenal, il y a un très beau parc national et au pied du volcan, une très belle forêt. On peut voir beaucoup d'animaux, randonner et voir aussi des phénomènes volcaniques comme des sources thermales, des mares de boue, des sortes de petits geysers, des fumerolles. Donc on voit toute cette activité volcanique et c'est vraiment intéressant de passer par là. Et d'ailleurs, pas très loin de ce volcan, il y a le volcan Tenorio qui est endormi, enfin qui est même plus actif. Mais il est connu parce qu'il y a Rio Celeste. C'est connu par, on voit des fois sur des photos du Costa Rica, c'est une eau très, très turquoise, une cascade turquoise. C'est un phénomène optique qui est lié à la confluence de deux rivières. Et voilà, c'est très, très beau quoi, de voir dans la forêt ce lac turquoise, cette rivière turquoise. Les autres volcans intéressants, bon, il y en a vraiment 5 actifs au Costa Rica. Donc, il y a aussi le volcan Poas, qui est assez connu, qui est à une quarantaine de kilomètres de San José, donc assez accessible. On peut aller jusqu'au sommet, jusqu'au cratère, quasiment en voiture. Et on se balade près des cratères. C'est ce fameux volcan, on voit aussi beaucoup de photos avec le cratère presque turquoise. Il y a un lac acide au fond. Et par temps clair, on peut voir la côte Caraïbe, c'est bien dégagé, ce qui n'est pas tout le temps le cas. C'est bien de venir le matin justement pour le voir dégagé. Nos voyages souvent permettent de partir très tôt après San José pour monter au volcan quand c'est bien dégagé. Et voilà, c'est un volcan qui est quand même assez actif, qui est régulièrement fermé. L'accès au cratère est souvent fermé. Il y a une petite activité en avril 2025, c'est régulier, qui est de la fumée. C'est très contrôlé. On ne peut pas trop le savoir d'avance, mais globalement, on arrive à y monter et c'est très encadré. On est avec un guide de site. Pour finir sur le volcan, je voulais vous parler de l'Iratsu, qui est à 3400 mètres, qui est un volcan aussi actif avec un beau lac acide de couleur émeraude. Et dans ce massif-là, le volcan Turrialba, à 3000 mètres aussi, c'est le seul où on fait l'ascension à pied. D'ailleurs, c'est assez nouveau. Je crois qu'il n'y a pas trop d'agences qui proposent ça. Je crois que c'est assez exclusif à Talente. Et c'est un volcan qui est qui est à côté de la finca, la ferme de Gustavo. Donc, il pourra peut-être vous en parler un petit peu après. Ok, En effet. génial. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, vas-y.
Oui, je voulais juste rajouter quelque chose parce que Olivier, et certainement, en fait, on parle souvent des volcans qui sont fermés et dus à l'activité. Et il faut juste tenir compte que chez nous, aussi bien comme chez vous, et beaucoup, notamment l'Amérique du Nord et l'Europe, et c'est assez contrôlé par rapport à la sécurité des sites visités. C'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'on dit ah tiens tout est fermé là. Non non non, c'est juste que c'est vraiment c'est sécurisé. Alors dans le sens où on s'assure que si éventuellement on laisse rentrer des gens, qui sera certainement le cas de beaucoup de visiteurs, et si on vous laisse rentrer, c'est parce que ça va être sûr, parce qu'il y a des consignes de sécurité à suivre, etc. Et que s'il y a la moindre chose qui va arriver, il y a un suivi derrière par, soit éventuellement toutes les forces qui sont derrière. Mais voilà, faut pas avoir peur de se dire ah là là, tous les volcans sont actifs, on va pas pouvoir le faire. Non, non, simplement, ça va être restreint sur certaines journées. Par exemple, ils ont toujours des capteurs des fumées, d'activités, tout ça, qui vont se dire, nous, en tout cas, au niveau de la logistique locale et sur les guides, on peut savoir un peu à l'avance, la veille 2 jours avant. Et si l'activité est trop importante, ils ne laisseront pas rentrer. En revanche, s'il y a un minimum, voilà, on peut accéder une vingtaine de minutes, 10 minutes, une demi-heure, etc. Et sinon, il y a toujours cette façon de visiter, comme on disait au début avec le volcan Arenal, et il y a toujours d'activités autour du volcan qui ne sont pas forcément démontées jusqu'au sommet. C'est-à-dire que si éventuellement, dans le cas, le volcan Poras, le volcan Irasu, et pour des raisons particulières, on ne peut pas monter, vraiment accéder au sommet, il y a toujours des choses à voir au pied des volcans. Ok, merci beaucoup. Donc, pas de panique, on voyage safe au Costa Rica. Il y a autre chose. Donc là, on a parlé des volcans, mais vous avez parlé aussi des parcs nationaux. Est-ce que toi, tu en as un pareil, Manuel, qui est un peu mythique, dont tu te souviens quand tu étais enfant? Moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui qui s'appelle comme mon prénom, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il m'a aussi marqué. C'est Manuel Antonio. Là, par contre, c'est dans le sud. C'est au niveau de la côte Pacifique. Et c'est vraiment. Enfin, c'est assez perturbant d'être en pleine forêt tropicale avec une faune incroyable. Et juste à côté, d'avoir aussi des plages de sable blanc. Magnifique. Enfin, en fait, c'est vraiment forêt tropicale, des récifs coralliens, des sables plages blancs. Les randos là-bas, on voit énormément plein d'animaux aussi. Et moi, cette proximité entre la jungle et l'océan, j'ai trouvé ça dingue. Et puis c'est vrai qu'on voit, ouais, enfin moi dans mes souvenirs, on voyait des paresseux de partout, on voyait des singes. Après, je connais pas tous les types de singes qu'il y avait, mais il y en avait plein de différents. Il y avait des coatis aussi, ça m'a marqué parce que c'est un animal qui ressemble un petit peu à un raton laveur, mais ce qui est vraiment que endémique de là-bas, il me semble. Euh, et ouais, pour moi, c'était le plus beau parc que j'ai fait là-bas, quoi, que j'ai le plus Ok. aimé. On parlera de la faune là juste après, parce que, bon, évidemment, avec toute cette végétation, il y a forcément une très jolie faune aussi. Est-ce que toi, Olivier, tu en as un qui t'a marqué? Oui, il y en a plein. Celui qui m'a le plus marqué, j'y vais enfin, je m'en lasserai jamais, c'est le parc Corcovado, qui est l'un des plus sauvages du pays, quoi, hein, côté Pacifique, sur la péninsule d'Ossa, donc plutôt au sud. Voilà, c'est vraiment une aventure, ne serait-ce que pour y aller. Alors, il y a plusieurs façons d'aller au Corcovado. On peut le traverser à pied, vraiment une journée de marche dans la jungle, puis après on dort dans un refuge. On se réveille le matin avec les cris des singes hurleurs. On peut faire des sorties nocturnes la nuit voilà, la nuit pour chercher les animaux aussi qui sont présents la nuit, notamment des insectes, et puis tous ces bruits de la forêt. Et la deuxième partie de la randonnée, c'est une autre journée entière sur la côte, donc c'est très très varié. Après, il y a des façons plus soft de faire Corcovado, de visiter le parc. C'est d'y aller en bateau à la journée depuis notre lodge. Là, on y va en bateau, on fait une randonnée en boucle dans la forêt. On voit énormément d'animaux aussi, normalement, hein. C'est là où on peut voir des tapirs, des haras rouges sur la côte, des tatous. Les 4 singes du Costa Rica y sont, le singe écureuil, singe araignée, singe hurleur, singe capucin. Et il y a la présence notamment des jaguars, alors, qui est un prédateur nocturne, donc on ne va pas le voir, le jaguar, puis je pense qu'il vaut mieux pas trop le voir, mais c'est un animal magnifique et peut-être qu'on peut faire des empreintes ou voilà, chercher sa présence. Ok. Voilà, après, il y Oui, a beaucoup de nationaux.
quand du coup on est dans ces parcs, la faune elle est vraiment omniprésente et c'est ce qu'on recherche aussi. Ce que je propose du coup, c'est de laisser Gustavo peut-être en parler un peu, puisque lui est guide sur place. Qu'est-ce que tu dis à nos voyageurs? Qu'est-ce que tu recherches au niveau de la faune quand tu es en voyage avec eux? Je pense que des fois, l'essentiel, en tout cas, quand les gens ils vont chercher Costa Rica, c'est l'une des premières choses qui va sortir. Hein. Il va sortir les parcs nationaux et notamment la faune. Les gens, ils viennent chez nous, je ne dirais pas essentiellement, mais beaucoup, beaucoup plus pour voir les animaux. Ça, c'est vraiment le souhait principal des gens et pas simplement le voir, sinon de le voir dans leur écosystème. Alors, et ce qui est un donné, en fait, juste voilà, qu'on trouve facilement, c'est au Costa Rica, on trouve à peu près 5% de la biodiversité de la planète. Ce qui veut dire que vraiment, dans notre tout petit pays qui fait la taille de la Suisse, comme disait Olivier, on trouve, allez, 5% de la biodiversité, aussi bien des faunes, la flore. Et alors, oui, c'est très riche, mais nous avons une particularité, et ça c'est très important que les gens les comprennent, c'est qu'on n'a pas des grands animaux comme on pourrait imaginer en Afrique ou qu'on pourrait imaginer ailleurs. C'est que nos animaux, il faut aller les chercher. Ils sont souvent cachés dans cette verdure luxuriante, en fait, dont on parle souvent. Ils sont là. On passe à côté de tellement de choses quand on fait des sentiers, et c'est très essentiel de prendre le temps. Quand on dit, par exemple, chez nous, qu'il y a une balade dans un parc national qui dure 3h30, ou 4 heures ou 5 heures, c'est pas forcément qu'on marche 5 heures, non. C'est souvent parce qu'on prend le temps de chercher les animaux et de les voir. Alors, chez nous, vous trouvez, comme disait Olivier tout à l'heure, essentiellement, en fait, ce qui frappe plus à l'œil, c'est 4 variétés de singes, on a 6 variétés de félins, dont notamment les pumas et les jaguars, qui sont les plus grands, les plus importants, et plus importants, je veux dire, dans cette chaîne alimentaire. Mais nous avons mammifères, il y en a plein, les coatis, les fameux coatis, ces sortes de ratons laveurs, effectivement, et les gens, l'un des animaux qui fait emblème national, c'est le paresseux. Non pas parce que nous, on est paresseux, un peu peut-être, mais pas forcément. Mais le paresseux, quand même, il est très joli. C'est parce que c'est un animal qu'on peut vraiment voir. Et beaucoup de gens, quand on accompagne, ils montent les jours numéro 2 dans le bus, ils disent « on veut voir des paresseux ». Voilà. Et on n'ose jamais dire « oui, on va vous assurer de voir des paresseux ». Mais allez, c'est un animal en sachant le chercher dans certains endroits particuliers, on pourrait vraiment tomber dessus. Et après, au début, quand on expliquait en fait cette géographie du Costa Rica, si vous remarquez bien, il y a une chaîne montagneuse au milieu, après il y a la côte Caraïbe, la côte Pacifique. Et ce qui fait que chez nous, il y a une grande richesse en fait différente dans ce petit pays, aussi bien sur la côte Pacifique que sur la côte Caraïbe. Et nous avons une particularité qui arrive à très peu dans le monde, c'est même espèce, mais différentes variantes selon la côte. Et là, je vous donne juste un exemple très rapide. Il y a une grenouille que vous trouvez au Costa Rica et vous le trouverez dans plein d'affiches. C'est une belle grenouille verte avec des yeux rouges vraiment intéressants. Cette grenouille particulière, elle est différente de la côte Caraïbe que sur la côte Pacifique. Même grenouille, 2 variétés différentes. C'est-à-dire que vous venez au Costa Rica et vous avez déjà vu sur la côte Caraïbe les grenouilles et vous allez chercher la même, mais la variante Pacifique de l'autre côté. Et ça arrive beaucoup avec les oiseaux. Essentiellement, le Costa Rica, c'est l'une des destinations d'ornithologie et ça, il faut vraiment le tenir en compte. Il y a beaucoup de gens qui viennent au Costa Rica qui est pour voir les oiseaux. Et ça, c'est chacun son truc. Hein. Mais là, par exemple, les oiseaux, il y en a plus de 900 espèces, ce qui voudrait dire qu'il y a plus d'oiseaux au Costa Rica qu'il y a dans toute l'Amérique du Nord ensemble. Quand je dis l'Amérique du Nord, y compris le Mexique, le Canada et les États-Unis, ensemble, il y en a plus de Costa Rica. C'est-à-dire que, et c'est pas forcément qu'on doit être ornithologue pour aimer vraiment des oiseaux colorés, notamment le fameux quetzal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ces oiseaux mythiques par les Mayas, avec une très longue queue très jolie. Les perroquets, les toucans, et des tout petits moineaux qui sont chez nous un peu colorés, des pigeons, etc. Et ce qui fait que l'ornithologie, aussi bien que l'observation des reptiles, parce qu'on a des caïmans, on a des serpents, on a tout ça. Et ça fait vraiment un tout. Ça fait que selon la région qu'on va visiter, il va y avoir des animaux précis qu'on va aller chercher. Et je me permets juste de faire un petit commentaire par rapport à ça, parce que je viens de mentionner les mots serpents. Et là, on a une question, en fait, qui est vraiment très intéressante et qu'on nous la pose souvent. Est-ce qu'on va avoir des serpents? Est-ce qu'on va avoir des araignées? Et je vous dis, écoutez, c'est 2 animaux qui ont peut-être pas la meilleure réputation de tous. Mais, et oui, c'est-à-dire que chez nous, au Costa Rica, il y en a quand même beaucoup de serpents. Et c'est des animaux qui restent, en fait, aussi bien que les oiseaux et tout ça, dans leur écosystème naturel. Est-ce qu'on va les voir certainement dans un sentier? Oui, il y a de très fortes chances. Mais tant qu'ils restent dans la nature,
ils sont là, tranquilles. On ne va pas les déranger, ils ne viennent pas nous déranger. Et ça, c'est la beauté, en fait, de toutes ces variétés des parcs nationaux. On parle souvent des régions, etc. Parce que tant qu'on les laisse tranquilles dans leur habitat, ils viendront rarement, en fait, nous déranger. Et quand je dis, même quand on fait un écologe, quand on fait… Nous, on habite dans une exploitation des cacao, en fait. Et là, oui, effectivement, on croise des animaux dans l'exploitation, mais ils restent tranquilles, ils ne viennent pas nous déranger plus que ça. Et ça va faire une richesse vraiment intéressante dans un circuit, juste un numéro comme ça, dans un circuit d'à peu près une douzaine de jours, au niveau des oiseaux, il y en a 900 et quelques, on arrive facilement à avoir 150. Les plus emblématiques, toucan, quetzal, etc. Et après, en mammifères, on arrive vraiment à voir facilement une trentaine d'espèces de mammifères différents, y compris les singes, les petits coatis, des chauves-souris, etc. Mais on arrive quand même à avoir une biodiversité assez pressante. Mais pour ça, il faut aller la chercher. Il faut aller se déplacer, prendre le temps de la chercher dans la nature. Ok, et bah top, merci. En tout cas, vous aurez compris qu'on voyage toujours safe, même avec les animaux au Costa Rica, que juste il faut être un peu patient et bien les chercher. Et surtout, qu'ils sont dans leur propre environnement. Et pour le coup, l'environnement du Costa Rica, il est assez incroyable. Il y a l'air d'avoir une flore qui est waouh. Est-ce que pareil, tu peux nous en dire un peu plus sur cette flore qui semble si particulière au Costa Rica? Oui, ça c'est… je disais, on aime beaucoup en fait chez nous, juste tenez compte de cette petite taille, comme disait Olivier au début, et c'est le Costa Rica et le Panama en fait qu'on a lié les continents d'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Et ça c'est juste, je le fais vraiment en résumé très rapide, c'est grâce à ces phénomènes-là qu'il y a beaucoup d'espèces animales et végétales en fait qui sont passées de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud. Et ils ont tous retrouvé au Costa Rica et au Panama. Et finalement, ça fait que nous, chez nous, on distingue en fait nos forêts avec 11 types de forêts différentes, ça va jusqu'aux des forêts d'altitude, qui vont être à peu plus de 3000 mètres d'altitude, jusqu'aux forêts qui vont être en bord de mer, comme disait Manuel, avec le parc Manuel Antonio. C'est un caractéristique particulière de ce qu'on appelle une forêt tropicale humide. Et cette forêt tropicale humide, souvent, on le trouve vraiment en bord de l'eau. Et comme disait exactement ces phénomènes forêt-plage, il y en a pas mal au Costa Rica, en sachant que nous avons la côte Caraïbe et la côte Pacifique de l'autre côté. Il y a toujours ces mélanges de forêts. Alors, nous avons des plantes uniques dans le monde, oui, ça arrive. On a à peu près une bonne dizaine d'orchidées qui sont ce qu'on appelle endémiques, c'est-à-dire qu'on les trouve vraiment qu'au Costa Rica. Et comme ça, nous avons certaines fougères, certaines espèces vraiment qui sont uniquement d'ici. Parce qu'on a créé, ça s'est créé un phénomène climatique et tout ça qui a permis en fait de cette variante d'espèces aussi bien sur les différentes côtes et en altitude. Et juste une information particulière par rapport à cette flore et faune, c'est si j'ai bien compris, en fait, chez vous, au-delà d'à peu près 2500 mètres, peut-être il n'y a pas grand-chose au niveau grands arbres. Chez nous, il faut imaginer des grands arbres aussi bien à 3000 mètres d'altitude. On n'est pas trop loin de l'équateur, et ce qui fait que tout le pays, et vraiment tous les pays aussi bien dans les hautes montagnes, vous trouverez cette forêt luxuriante, cette forêt assez pressante avec des grands arbres, des fougères. Et nous n'avons pas forcément des pâturages naturels, c'est simplement vraiment la forêt. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 40% du territoire qui est protégé. Alors, il y a beaucoup de choses à voir, effectivement. En tout cas, cette forêt a l'air très belle, en effet. Juste une petite anecdote, Olivier, il me semble, sur la flore locale, si tu veux nous la raconter rapidement avant qu'on passe à la suite. C'est assez sympa, je trouve. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que certains connaissent. Il y a notamment une immense variété d'arbres, de plantes. Et il y a le palmier qui marche. C'est un palmier avec des racines aériennes et qui petit à petit arrive à se déplacer. Il y a ces racines qui pourrissent et qui avancent d'un autre côté. Je pense qu'ils doivent chercher un peu la lumière dans la forêt. Et vraiment, dans sa vie, il se déplace, je ne sais pas combien de mètres, pas beaucoup. Et voilà, c'est quelque chose d'assez original, je trouve. Et il y a aussi une blague qu'on dit au Costa Rica, où on me l'a dit, ça m'a fait sourire. Si on plante un cure-dent, il y a tout qui pousse là-bas, donc si on plante un cure-dent dans le sol, ça fait un arbre. Oui.
Bon, ça a l'air d'être une fleur vraiment exceptionnelle, mais si cette fleur, elle est exceptionnelle, c'est aussi grâce à son climat un peu particulier, probablement. Olivier, si tu peux nous en dire plus sur ce climat et peut-être nous dire un peu les équipements que toi, tu recommandes pour aller au Costa Rica. Bah, c'est un grand sujet parce que c'est souvent une question qui peut un peu inquiéter parce qu'on sait que c'est un pays qui est assez humide, hein, tropical, humide, mais c'est aussi pour ça que c'est si beau, si vert, c'est le pays de l'or vert. Voilà, du soleil, de la pluie, c'est la bonne recette, on va dire. Donc voilà, il y a 23 microclimats sur un tout petit pays comme ça, c'est assez impressionnant. Voilà, on passe de zones de presque savane, comme dans la région du Guanacaste au nord, enfin la frontière du Nicaragua, nord-ouest, on va dire, nord. Donc ça, c'est plutôt assez aride, jusqu'à la forêt nuageuse, forêt tropicale très humide, nuageuse, comme on peut voir au parc national Monteverde ou à San Gerardo de Dota. Là, notamment, on peut voir des colibris, des bromélias, des quetzals. Voilà, c'est très, très vert. Donc, il y a de la chaleur. Il fait chaud. Quand on marche, il peut faire très chaud. Mais si on monte en altitude, bien sûr, il fait plus frais. On peut chercher un peu la fraîcheur. Quand on monte en haut d'un volcan à 3000 mètres, il faut prévoir d'avoir une petite polaire ou la Gore-Tex ou une petite doudoune. C'est toujours apprécié, hein, même presque indispensable. Mais sinon, vraiment, il fait chaud. Donc, au niveau de l'équipement, il faut prévoir gourde, beaucoup d'eau, crème solaire, lunettes de soleil, casquette, crème solaire à 10-50. Voilà, c'est se préparer à avoir du soleil et de la pluie dans la journée. Voilà, il y a des zones où il ne pleut presque pas à certaines périodes et d'autres, il pleut un peu tout le temps. Ça dépend de la zone. Globalement, si on voyage entre mi-novembre et mi-mars, début avril, on est quand même sur une bonne période au niveau météo, quoi. Après, le reste de l'année, c'est plus humide, mais c'est souvent des pluies tropicales à heure fixe. Donc, il pleut bien, ça menace un peu en fin de journée. On voit le ciel s'assombrir, les éclairs qui arrivent vers 17 heures, là, quand il commence à faire un peu sombre. Il y a une bonne saucée, une bonne averse, et après, du coup, ça fait du bien. Il fait plus frais pour dormir la nuit. Pas besoin de clim, quoi. Et puis le lendemain matin, il fait beau et on repart sur une bonne journée. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter non plus de la période humide. C'est aussi la période humide où il y a un peu moins de monde. Il y a pas mal de pontes de tortues, notamment dans la région de Tortuguero, elles pondent plutôt l'été, enfin l'été pour nous, on va dire juin, juillet, août. Et après, il y a les éclosions 2 mois après. Donc, ça, c'est intéressant. Côté Pacifique, il peut y avoir des baleines aussi. Donc voilà, la période humide est quand même agréable, quand même. On arrive à sécher de temps en temps. Et au niveau des vêtements, bah voilà, faut prendre des vêtements qui sèchent rapidement, un peu technique. Après, franchement, la cape de pluie, pourquoi pas, mais on a tendance un peu à transpirer dedans. Donc, vaut mieux à la limite, si on est en trek, se dire on marche, on va être mouillé, tant pis. Et on sèche vite dès qu'il y a un rayon de soleil, on sèche. Pourquoi pas dans le sac à dos avoir un t-shirt de rechange et des chaussettes de rechange, parce qu'on peut vite avoir des ampoules. Par rapport à la gadoue, la boue, ça peut arriver. Si jamais il y a beaucoup plu avant votre voyage, ça peut arriver à un endroit qui est en forêt nuageuse, par exemple. Si c'est nécessaire, on peut acheter des bottes sur place. Le mieux, c'est les chaussures de randonnée, hein, montantes, étanches, etc., avec une bonne semelle. Si c'est vraiment il y a de la boue, on peut acheter sur place pour vraiment pas cher, peut-être $5, une paire de bottes qu'on peut donner à quelqu'un en repartant. Voilà, c'est pas un problème. C'est rare, mais ça peut se faire. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus aussi sur l'équipement? Je m'étais noté les choses à pas oublier. Non, mais ça Bon, me semble à peu près clair, hein? Non, non, c'est bon, les bottes. Et voilà. Et ce qu'il Super. faut savoir, c'est que la pluie, on dit que c'est des rayons de soleil liquides. Voilà. Ça, c'est pas Ok. mal, ça.
C'est vrai. Non, mais, donc oui, il peut pleuvoir, mais en vrai, il fait jamais vraiment très froid, donc c'est pas si désagréable que ça. Donc le Costa Rica, c'est connu un peu pour son temps changeant parfois, mais c'est aussi connu pour ses habitants, les costariciens. Gustavo, vous avez un peu une philosophie de vie qui s'appelle Pura Vida là-bas. Je le prononce peut-être assez mal, je suis désolée. Mais qu'est-ce que pour vous ça représente? Qu'est-ce que ça signifie? Bon, le Pura Vida, c'est pareil, c'est un peu comme la grenouille aux yeux rouges et le volcan Arenal. C'est des choses que, une fois que vous tapez Costa Rica, ça va sortir. Le Pura Vida. Et c'est devenu un état d'esprit. Je suis sûr que votre guide, une fois sur place, il va vous raconter dès le début vraiment pourquoi on appelle ça Pura Vida. Mais c'est devenu, en tout cas, c'est devenu un état d'esprit. Le Pura Vida, tel que les deux mots qui veut dire la vie pure, et vont être pour nous, en tout cas ici, le bonjour, le au revoir, le merci, le à très bientôt. Voilà, ça, c'est les mots qui résument beaucoup d'autres mots. Alors, on l'utilise dans le langage courant tous les jours et tout le temps. Mais c'est devenu ça. C'est devenu, on ne s'inquiète pas pour les choses qu'on ne peut pas vraiment changer. On ne s'inquiète pas parce qu'il pleut, parce qu'on va sécher. On ne s'inquiète pas parce que les chaussures, voilà, ils sont pleins de boue, parce que de toute façon, des mains, ils vont être pleins de boue aussi. Alors, du coup, on ne s'inquiète pas trop pour sauter d'un caillou à l'autre quand on traverse l'eau, parce que de toute façon, ils vont être mouillés un peu plus tard. C'est-à-dire que voilà. Mais c'est devenu dans le pays même, et c'est devenu quelque chose d'assez intéressant. Et je pense que les Costariciens, on est juste un mélange de cultures. On a comparé, si vous le voyez par exemple, à des pays de l'Amérique du Sud, ou en tout cas le Mexique ou le Guatemala, qui ont une forte communauté indigène, ou en tout cas des descendants directs en fait de ces grandes communautés précolombiennes. Le Costa Rica, non. Le Costa Rica, on n'a jamais représenté quelque chose, en tout cas une ville ou une civilisation ou quelque chose d'assez important. Les premiers costariciens, c'était des descendants déjà, et un peu ce qu'on appelle les Olmecs, un peu le mélange là déjà des Aztèques et des Mayas. Et ce qui veut dire que chez nous, on est un mélange. Et on est devenu un mélange avec les migrations, on est devenu un mélange avec la construction du chemin de fer. Et finalement, ça fait ce qu'on est, c'est que simplement, on est nous-mêmes une sorte de rencontre de culture au milieu. Et il y a des Costariciens très afro, très noirs, on va dire, très caribéens. Il y a des Costariciens plutôt blancs, il y a des Costariciens plutôt petits, avec une descendance plutôt indigène, etc. Et ça fait, voilà, ça donne ces côtés encore pura vida, où chacun a un peu son histoire, mais ça se mélange plutôt bien avec déjà avec des nouveaux visiteurs ou des nouveaux migrants, mais ça se mélange plutôt bien. Et juste, je vois que vous m'avez noté ici los ticos, et ça c'est la façon, voilà, ça c'est la façon gentille d'appeler les Costariciens, et nous-mêmes, on s'appelle nous-mêmes ticos. Et encore une fois, ça vient une histoire du langage de l'espagnol qu'on utilise au Costa Rica. Et je ne vous en explique pas trop, parce que voilà, ça c'est quelque chose que votre guide va vous expliquer sur place. Mais voilà, ça vient de la façon comme nous les Costariciens on parle, et c'est comme la région nous a distingués en fait par rapport à ça. Alors du coup, oui, on est allez, j'oserais dire, on s'inquiète pas trop. Ça c'est vraiment la façon du Costaricien. Des fois, il faudrait peut-être se plaindre un peu plus, mais là, on est plutôt voilà, on se laisse aller, et on a un pays, allez, c'est pas parce qu'on habite là, mais qui est plutôt agréable, qui nous permet de nous déplacer tranquillement, qui nous permet de faire des choses. Alors du coup, voilà, le Costaricien, il est là, il est pour la vida. En tout cas, nous, ça nous donne envie de profiter de cette ambiance durant un voyage au Costa Rica, vraiment. Donc du coup, il y a les ticos, encore désolé pour cet accent terrible, Non, mais on retrouve aussi des communautés amérindiennes au Costa Rica. Olivier, il me semble que tu as pu rencontrer la communauté Bribri. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un peu plus. C'est une communauté d'origine native, quoi, amérindienne, indigène, parce que c'est vrai que le mot indien est assez péjoratif au Costa Rica, pas du tout en France. Ouais, c'est vraiment une belle expérience. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois chez les Bribri. J'adore cette ambiance. Ils sont situés un peu en retrait, à la frontière du Panama. Et sur nos voyages, sur plusieurs voyages, on a l'occasion d'y aller, d'y séjourner, d'y passer au moins une nuit. Donc on y va, ils sont assez isolés, donc on y va en pirogue à moteur, quelques heures de navigation pour arriver dans le village. La pirogue s'arrête directement sur la berge, on monte, et puis il y a quelques petites maisons, souvent c'est une ou deux familles,
avec des maisons en toit de palme, assez arrondies. Voilà, ils cultivent souvent le cacao. On est initié à la culture du cacao et à la fabrication du chocolat traditionnel, façon brie-brie. Voilà, on découvre les plantes médicinales de la propriété, donc les plantations de cacao, les fruits tropicaux, mais aussi les plantes médicinales. Voilà, et c'est un endroit sympa pour déconnecter. Pareil, se réveiller le matin avec les bruits de la forêt, c'est vraiment très agréable. Et c'est très intéressant le soir de discuter avec eux. Ils ont encore gardé leur culture traditionnelle, même leur langue. Hein, la langue brie est encore un peu parlée. Et voilà. Après, les choses changent parce que les jeunes, ils vont dans les grandes villes pour étudier, mais ils reviennent quand même dans la famille. Donc Donc, ça a l'air d'être des des chouettes bons moments. rencontres. Ouais, vraiment. Oui, top. Et toi, Gustavo, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ces communautés amérindiennes? Oui, j'aimerais bien juste rajouter que, bon, on en parle des bris-bris notamment, mais au Costa Rica, il y en a 8 communautés indigènes qui restent encore aujourd'hui. Mais de ces 8 communautés-là, il y en a uniquement 5 en fait qui gardent leur langue. Et encore une fois, là, les communautés indigènes chez nous, c'est pas comme dans d'autres pays. Et chez nous, ça représente aller au maximum 1% de la population. C'est-à-dire que vraiment, c'est une petite communauté qui sont étalés comme ça sur l'ensemble du pays, et notamment les bris-bris. Ça fait partie d'une des plus grandes communautés, mais nous en avons d'autres, en fait, qui sont, et notamment avec un accès relativement facile. Et il y a une communauté particulièrement qu'on aime beaucoup qui s'appelle le Nobe. Le Nobe, c'est une communauté qu'on partage avec le Panama. C'est un groupe, en fait, c'est vraiment une communauté qui ont aussi bien la nationalité costaricienne comme la nationalité panaméenne. Et on le retrouve en fait au pied d'un grand parc national qui s'appelle Parc national La Amistad, qui veut dire l'amitié, un parc national qu'on partage avec le Panama. Et ça, c'est un phénomène très particulier. Et cette communauté, les Nobe. Mais après, on en a d'autres dans notre région, la région du volcan Turrialba, qui est l'un des volcans les plus hauts du pays. On a une autre communauté qui s'appelle Cabecar. Et les Cabecar, c'est eux qui gardent fortement leur langue. Et juste pour vous donner une petite idée, quand vous allez à l'hôpital chez moi, à Turrialba, qui est cette petite ville qui se trouve à peu près à 70 km de la ville principale de San José, tout est traduit en langue Cabecar. Dans l'hôpital, avec tous les panneaux, aussi bien des endroits de la médecine, de la pharmacie, mais tout ce que vous voyez en fait dans l'hôpital, il est traduit en langue Cabecar. Et ça, c'est une particularité, c'est quelque chose que les gouvernements il a essayé de mettre en place il y a quelques années, c'était pour récupérer notamment les langues natives en fait du Costa Rica. Et en tout cas, pour les 5 communautés qui gardent encore leur langue, dans leur communauté proche, ils essayent quand même de faire cet effort-là, de récupérer un peu leur langue essentiellement. Ok, merci beaucoup pour toutes ces petites précisions. Bon, vous l'aurez compris, Gustavo, il a plein de choses à nous dire parce que c'est un guide et plus précisément un guide naturaliste. Depuis le début, on en prend vraiment plein les oreilles, c'est incroyable, on apprend plein de choses. Et c'est ce qui fait un peu aussi le plus, je trouve, peut-être du voyage au Costa Rica, c'est d'être accompagné d'un guide naturaliste. Mais qu'est-ce que c'est un guide naturaliste et qu'est-ce qu'il apporte au voyage? Et ça, c'est vraiment très, très bien et très important de l'expliquer. Quand on parle d'un guide au Costa Rica, la plupart du temps, on va parler d'un guide naturaliste. En fait, ce qu'on a à offrir au Costa Rica, c'est essentiellement la nature. C'est de venir et voir, mais pas simplement le fait de voir, c'est de savoir pourquoi et comment réagissent en fait les animaux dans leur écosystème, etc. Et ça, c'est le but principal d'un guide naturaliste. C'est quelqu'un qui va vous accompagner. C'est pour ça que je vous disais au début, c'est pas simplement de prendre juste une balade et aller fermer les yeux et simplement marcher. Non, c'est regarder ses pieds, c'est tout le contraire. C'est toutes ces petites choses qui se passent dans la forêt qui vont faire en sorte qu'on va comprendre la forêt. Alors, le guide naturaliste, c'est vraiment son boulot principal. On a, bien entendu, le côté culturel, le côté historique et tout ça, mais ça, c'est quelque chose qui s'est fait déjà dans cette communication avec les visiteurs, aller pendant un repas, pendant un trajet en bus et tout ça. Mais quand on est vraiment dans la forêt, le but principal, c'est que vous arrivez pas simplement à voir les animaux, mais sinon à comprendre ce qui se passe dans leur écosystème. Et ça permet, ça c'est vraiment très sympa parce qu'on commence à voir le monde là-dedans d'une façon différente. On commence à comprendre le pourquoi, le comment,
Et la personne qui avait peut-être peur en fait des serpents, il va comprendre vite fait que le serpent, il a un but principal dans cet écosystème. Et après une bonne balade, et après voir cet animal-là, ou en tout cas comprendre mieux comment ça se passe, et ils ont moins peur. Ils savent qu'il va rester là, qu'il a un but, qu'il faut vraiment que ça reste là. Alors, c'est très important, et notamment le fait aussi que le côté éducation, et c'est très important pour nous, en tout cas, pays, et notamment qui accompagnons les visiteurs, c'est que les gens ils partent avec une idée et qu'ils soient plus conscients au niveau de tout ce qui est environnement et tout ce genre de choses. Et pas simplement le dire, mais sinon que les gens ils peuvent le vivre aussi. Et ça, c'est vraiment aussi une partie importantissime du travail du guide, c'est de pouvoir expliquer notre impact en tant que visiteur, mais l'impact positif aussi qu'on a, aussi bien en fait par rapport à l'écosystème, parce qu'il faut le dire tel quel, c'est-à-dire que si les gens nous visitent, ça nous apporte en fait en tant que pays, et ça permet en fait de protéger beaucoup de régions, et ça c'est vraiment très important. Alors le côté positif du tourisme existe vraiment. Aujourd'hui qu'on en parle de tellement de choses, c'est très important, mais c'est très important d'avoir des touristes de bonne qualité, et ça c'est bien. Les gens qui viennent chez nous, ils viennent comprendre la forêt, ils viennent apprendre de la forêt, et ça nous apporte énormément en tant que pays. Incroyable, merci beaucoup. Bon, vous comprendrez que vraiment, un voyage, il devient incroyable accompagné de guides comme Gustavo parce qu'on apprend tellement de choses. Enfin, rien que dans cette vidéo, à mon avis, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup. On finit par quelque chose qui est plutôt important pour nous Français, c'est la gastronomie, évidemment. Manuel, toi, quand tu étais sur place, est-ce que tu te souviens un peu d'un plat qui t'a marqué ou des traditions culinaires sur place? Alors, il y a plusieurs plats qui m'ont marqué, mais effectivement, en tout cas, un voyage sans bien manger, ce n'est pas un vrai voyage. Et c'est vrai que là-bas, pour le coup, moi, j'ai trouvé que la gastronomie était très variée, en fait, suivant si tu es sur la côte Caraïbe ou sur la côte Pacifique, ou quand tu es plutôt à l'intérieur des terres. Ils ont une variété de fruits. Moi, j'adore les fruits, tout ce qui est tropical, mangue, papaye, ananas, des fruits de la passion. Il y a des bananes plantains. Et après, ils ont aussi leur propre ceviche parce que en Amérique du Sud, Amérique centrale, dans tous les pays ont un peu leur propre ceviche. Ils ont pas mal de fruits de mer aussi. Et moi, un plat que j'avais beaucoup aimé, c'était le casado. C'est pas un plat en sauce, c'est un plat avec plein de petites différentes portions de nourriture. C'est du riz, des haricots, des plantes d'abam plantain. Vous avez des légumes, de la viande ou du poisson, ça dépend desquels. Moi, ça, j'avais adoré. Je me rappelle en avoir mangé une quantité astronomique pendant mes 2 semaines de vacances là-bas. Et puis, et après, tout à l'heure, Olivier en parlait aussi, il y a le café. Le café au Costa Rica est très, très bon. Il y a plein de plantations. Et puis, c'est vrai qu'ils font des cafés avec différents arômes. Moi, j'avais adoré. Et après, évidemment aussi les tortillas, les tortillas traditionnelles avec les bananes plantains. Donc, voilà, c'est vraiment, une gastronomie très variée. Donc, en plus d'être un beau pays, on se régale. Que demander de plus? Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions. Je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup d'informations durant la visioconférence. Donc, il y en a certaines auxquelles on a déjà un peu répondu, mais il y en a d'autres auxquelles on peut répondre. Si vous en avez d'autres, des petites questions, n'hésitez pas à nous les poser maintenant. On essaye de répondre au maximum. Et après, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin d'autres renseignements. Ce sera avec grand plaisir. Une petite question pour toi, Gustavo, qui habite à l'année là-bas. Est-ce qu'il y a des moustiques sur place? Il y en a. Non, allez, c'est toute vraiment une question d'altitude, une question de région. Quand on est dans une région humide, dans le parc tropical, bien sûr, il y en a. Ça dérange pas plus que ça. Et ça, c'est l'une des choses importantes à prendre juste en considération. On prend un bon produit à moustique et c'est parti. Ça dérange pas. Ça dérange pas. Alors, il faut vraiment savoir qu'on est dans le tropique, on est dans un pays humide. Et notamment, quand on parle, imagine, du parc Emmanuel Antonio, le parc Emmanuel Antonio, il a un grand lac au milieu. Et ça porte effectivement des moustiques. Voilà. Mais ça ne dérange pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on soit là toute la journée en train de. Alors, du coup, je ne verrai pas dans les moustiques une problématique ou une situation.
que ça soit Ok. plus dérangeant que ça. Ouais. Oui, on en a chez nous aussi, donc on devrait faire avec. Il y a une petite question encore, enfin, il y en a eu pas mal sur le temps et la période à laquelle visiter le Costa Rica. Si on peut refaire un petit point ultra rapide, Olivier, sur en gros un peu les ambiances ou un peu les particularités de chaque saison et quel mois. Oui, bien sûr, bon, on peut y aller toute l'année, hein, c'est largement faisable. Après, franchement, il y a des mois à éviter, genre octobre ou mai-juin, c'est pas terrible. Enfin, pour randonner, hein, je veux dire. Voilà, pour la randonnée, c'est pas trop adapté, on va dire. Donc l'idéal, c'est vraiment voilà, à partir de début mi-novembre jusqu'à mi-mars. Là, on a vraiment des belles journées. Donc selon où on se trouve, ça peut changer. Il y a toujours un endroit où il fait beau, un endroit où il fait pas beau, hein. Et comme je disais, il y a 23 microclimats. Donc voilà, mais globalement, si vous partez entre le 15 novembre et le 30 mars, voilà, c'est vraiment la meilleure saison pour Costa Rica. Ok. Vraiment des belles journées ensoleillées. Et on a des personnes là qui partent en juillet, ça reste une saison qui est chouette aussi. Oui, parce que bah, voilà, c'est des pluies tropicales en juillet, c'est souvent des pluies en fin de journée qui ne durent pas très longtemps. Généralement, voilà. Il y a quand même des grandes périodes ensoleillées, donc ça reste très, très agréable. Comme je disais, il y a aussi les tombes de tortues à Tortuguero, c'est cette période-là. Voilà, d'autres animaux qu'on peut voir uniquement à cette période-là ou plus facilement à cette période-là. Comme je disais, les baleines aussi sur la côte pacifique, vers la péninsule d'Ossa notamment. Donc, ouais, juillet ça reste une bonne période et du coup, c'est beaucoup moins touristique. Donc, voilà. Beaucoup de gens veulent y aller vraiment en janvier et février, c'est très bien, mais il y a un peu plus de monde dans certains parcs. Voilà. Juste, Et- Je voulais juste rajouter par rapport à ça que tu viens de dire, effectivement, les animaux ne se cachent pas dans une période de l'année. Il y en a d'autres qui sortent, mais ceux qui habitent là et qui ne viennent pas par rapport aux saisons, et comme par exemple les baleines, les tortues et tout, ils sont là tout au long de l'année. C'est-à-dire que les 4 variétés de singes, les coatis, ils sont là tout au long de l'année, les paresseux, les oiseaux. Et c'est que juillet ou un autre mois de l'année, même sur des grosses pluies, ils vont être là. C'est les animaux, il y a presque sûr de le voir tout au long de l'année. Ok. Merci beaucoup pour ces petites précisions. Une autre petite question, est-ce que le côté mer, balnéaire, un peu les côtes, que ce soit Caraïbes ou Pacifique, est-ce qu'elles ont vraiment un intérêt? Peut-être Olivier, toi, quel est ton avis? oui, oui, vraiment, hein, idéalement, c'est bien d'aller voir les deux côtés, côté Caraïbes et Pacifique sur un voyage. Après, si on fait que l'un ou que l'autre, c'est bien aussi. C'est quand même recommandé de choisir au moins une des deux côtes. Voilà, il y a des endroits comme côté Caraïbes, comme Cahuita ou Puerto Viejo de Talamanca, qui sont assez décontractés, assez festifs. Il y a quelques petits récifs, on peut faire du masque et tuba, d'un peu de nage. Il y a des parcs nationaux côtiers, on peut faire du surf, voilà, manger du poisson, tout ça. Toujours sur la côte Caraïbe, il y a Tortuguero, donc là, il y a une grande lagune avec une zone de mangrove. On peut voir des caïmans. Cette partie-là est vraiment intéressante. Après, côté Pacifique, Manuel Antonio, on en parlait tout à l'heure, ou d'autres endroits. Il y a pas mal de stations un peu balnéaires, si on peut dire, au nord, sur la péninsule de Nicoya, avec voilà, pour séjourner en fin de séjour, faire une extension à la fin du voyage au bord du Pacifique. C'est vraiment agréable. Voilà, c'est souvent des endroits un peu isolés, avec des hôtels sympas. Donc, Ok. ouais, c'est Donc intéressant. ça vaut le coup de Oui, passer oui, un oui. peu de temps sur les côtes aussi. Gustavo, peut-être une petite question. On a pas mal parlé des volcans au début. On me demande s'il y a un volcan vraiment emblématique où on peut atteindre le sommet cette fois-ci. Si oui, est-ce que toi, tu en as un vraiment à conseiller? Alors, pour l'instant, le seul volcan et qui va devenir emblématique en peu de temps, c'est le volcan Turrialba. Et quand je dis il va devenir emblématique, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est le seul volcan auquel vraiment on peut monter à pied au sommet, qui reste quand même intéressant. Il n'y a pas d'accès en 4x4 et ni d'autres moyens. Et c'est vraiment un endroit où on arrive à voir la côte Caraïbe notamment, mais on arrive aussi à voir la côte Pacifique. Vous savez, le Costa Rica, c'est plutôt étroit. Et par temps clair et dégagé au volcan Turrialba, 3340 à peu près, le sommet.
on arrive à voir les deux côtes. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent ni dans le monde ni dans la région. Et avoir dans le même point la côte Caraïbe que sur la côte Pacifique. Alors, si on devait en prendre un, ça serait celui-là. Et malheureusement, et encore aujourd'hui, il y a encore d'autres volcans. Et Olivier parlait du Rincón de la Vieja qui se trouve dans la partie nord. Malheureusement, on ne peut pas monter vraiment au sommet. Alors, si on devait en choisir un, moi, je dirais volcan Turrialba. Ce serait l'idéal. Ok, Plus, on le voit de chez toi. Oui, en plus. c'est le petit Ouais. plus. Ouais. Et autre chose, on m'a demandé aussi si c'était possible de faire vraiment une itinérance à pied, un trek, et si oui, peut-être plus dans quel parc ou autour de quel volcan. En Bon, itinérant sur plusieurs jours plusieurs ou jours, en oui. itinérant? Il y en a, notamment sur la côte Pacifique Sud, le parc national Corcovado, ça permet vraiment de rentrer d'un côté et 2-3 jours après sortir vraiment de l'autre côté du parc. Mais ce n'est pas le seul. Et il y en a, par exemple, le parc Rincón de la Vieja, c'est aussi un parc qu'on peut faire sur 2 jours, une itinérance en fait, on rentre d'un côté et on sort de l'autre côté. Mais il faut imaginer le Costa Rica pas simplement que dans les parcs nationaux. Il faut savoir que chez nous, en tout cas, les animaux, ils comprennent rien de l'histoire des parcs. Alors, c'est-à-dire qu'on voit aussi bien des choses en dehors d'un parc national comme au milieu d'un couloir biologique, dans des exploitations et tout ça. Et il y a des sentiers, en tout cas, où il y a des promenades, des randonnées qui se font dans le pays, où on traverse des régions entières et se font sur plusieurs jours. Et oui, c'est super intéressant au niveau de la faune aussi bien qui est dans un parc national. Ok. Olivier, parmi nos voyages, lequel toi tu recommanderais pour voir un maximum du Costa Rica si on n'est jamais venu dans ce pays? On a pas mal de choix. Le plus complet, c'est un voyage de 3 semaines qui doit s'appeler le Grand Tour des Parcs, il me semble, de mémoire, qui fait la totale, quoi. En gros, on fait les plus beaux parcs du pays. Alors, c'est un voyage qu'on appelle découverte, et au niveau vraiment accessible à tous, avec des randonnées régulières tout au long du voyage, dans différents environnements. On commence par la région on parle volcan Poas, la région de La Fortuna du volcan Arenal, dont Manuel parlait tout à l'heure. On continue sur la région de Sarapiquí, de Tortuguero. On fait du canoë, on va peut-être voir les pontes de tortues si c'est la saison. Voilà, on peut voir les caïmans, tout ça. On descend après plus bas sur la côte Caraïbe pour faire une petite pause au bord de mer. Ensuite, on se dirige vers la communauté indigène Bribri. On passe une nuit. On continue dans le centre du pays, dans la région de Turrialba, justement, et on passe par la finca, la petite ferme de la famille de Gustavo, où on dort. On continue aussi, on va aussi voir une hacienda de café, une plantation de café. On continue ensuite en direction de la côte Pacifique avec un arrêt pour aller voir les Quetzals à Dota, dans les montagnes nuageuses du sud, on va dire. On arrive sur la côte Pacifique, on fait le parc Corcovado. Donc là, on y va depuis un lodge à la journée en bateau et on randonne dans le parc Corcovado. On continue à monter, on longe la côte Pacifique, on passe par le parc de Manuel Antonio notamment, et on continue encore vers le nord avec le parc national de Monteverde, encore d'autres forêts nuageuses, les ponts suspendus, tout ça. Et on finit par la péninsule de Nicoya, donc nord Pacifique, pour une fin de voyage au bord de l'océan Pacifique. Donc, Ok. c'est un bon exemple en 3 semaines, très complet, c'est quasiment tout. Ok. Assez Bah, dense. merci beaucoup. On répond à une dernière question. La température de l'eau en juillet? Est-ce qu'on peut se baigner en juillet au Costa Rica? Je veux répondre à cette Bravo. question. Oui. L'eau Vas-y. est toujours bonne. L'eau Ah, est toujours bonne. Et je vais raconter cette question-là parce qu'on ne se pose jamais la question si on rentre ou pas dans l'eau. Ça, c'est vraiment essentiel. On ne se pose pas la question. Pour nous, aller à la plage, c'est aller dans l'eau. Peu importe la période de l'année, peu importe s'il pleut, s'il fait beau, peu importe. La température de l'eau est toujours bonne. Alors, du coup, ça, c'est vraiment ça, c'est une question qu'on nous pose souvent au début de circuit. Et au début, je ne savais pas comment répondre.
Je disais, mais pourquoi on me pose la question si l'eau est bonne? S'il est toujours bonne? Et du coup, voilà, on a compris après voilà, qu'il y a d'autres endroits où l'eau est froide. Mais là, chez nous, aussi bien sur la côte Pacifique comme sur la côte Caraïbe, l'eau est bonne. N'hésitez surtout pas. T'as une petite anecdote, Manuel, j'ai l'impression, non? Ouais, non, mais parce que oui, effectivement, je m'étais fait la réflexion pendant mes 2 semaines où j'y étais allé. J'avais fait les deux côtes et au début, la côte Caraïbe, moi, je m'étais pas posé la question. Mais par contre, côte Pacifique, avant d'y aller, j'avais hésité. Puis après, en fait, je me suis dit, ah bah non, c'est pareil des deux côtés. Bon, bah top. En plus de pouvoir faire des randonnées, on peut se baigner. Et ben, on va s'arrêter là.